Ça, pour le coup, c'est plutôt le point positif, c'est que ça a été vraiment une année de dingue en termes d'apprentissage. Salut tout le monde! Le Bazar Culturel a fêté son premier anniversaire et pour l'occasion, j'avais envie de vous faire une petite vidéo un petit peu bilan dans laquelle je retrace l'année qui vient de s'écouler et dans laquelle on va poser les perspectives à venir pour 2024. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc j'en profite pour me présenter visuellement à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne dernièrement. C'est vrai que sur le podcast, voilà, vous avez l'opportunité, j'ai envie de dire, d'entendre ma voix, mais pas forcément de me voir directement. Donc voilà. Le podcast, c'est quand même un format qui est beaucoup plus facile pour moi. Là, la vidéo, j'avoue que ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Mais voilà, celle-là, dans laquelle on va faire le bilan ensemble, j'avais vraiment très envie de la faire. Je vous promets pas que ça va être quelque chose de récurrent. Pour l'instant, j'en suis pas encore là. Mais en tout cas, voilà, ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver par caméra interposée. Voilà. Donc comme je vous disais, ça fait un an, en fait un peu plus d'un an que le Bazar Culturel existe puisque il a été lancé officiellement au 1er octobre 2022. Donc en fait ça fait un an et un peu plus de 2 mois. Alors c'est vrai que cette vidéo elle traîne dans les tiroirs depuis un petit moment maintenant, mais en fait j'avais pas eu tellement de temps que ça pour la faire. Enfin voilà, j'ai été un petit peu débordé sur ce début de saison 2023-2024. Et là, comme on arrive sur la fin du mois de décembre, début d'année 2024, je me suis dit, bon, même s'il y a 2 mois d'écart, en vrai, c'est un petit peu l'occasion de faire le bilan. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le contexte, parce que j'avais déjà fait une vidéo avec l'aménagement du camion, dans laquelle je suis quand même un petit peu plus précis sur les raisons qui ont motivé la création du Bazar Culturel, mais juste pour poser les bases quand même, pour que les personnes qui débarquent avec cette vidéo aient quelques éléments de réponse. Bon, de toute façon, si vous m'écoutez sur le podcast, vous avez l'habitude parce que c'est un tout petit peu dans le texte du générique quand même. Mais ouais, non, du coup, moi j'ai eu une compagnie de théâtre pendant 7 ans avec laquelle j'ai créé des spectacles. Voilà, compagnie semi-pro, on a joué sur Paris, on a joué en banlieue parisienne, dans des salles plus ou moins importantes, mais sur un format de compagnie assez classique, quoi. Donc avec des créas de manière régulière qui tournaient ici et là. Et en fait, au cours de cette expérience, j'ai fait le constat qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas, tant dans la manière de produire des créations que dans la manière de les diffuser auprès du public. Au niveau de la production, ça se manifestait par le fait que produire un spectacle aujourd'hui, ça passe uniquement par des biais institutionnels, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez subventionné pour pouvoir produire un spectacle. Donc on vous donne de l'argent pour votre création répond à un cahier des charges. Voilà. Ou alors que vous soyez dans le théâtre privé, mais là c'est pareil, ça implique d'avoir des sponsors qui soutiennent le projet. Enfin, en fait, au final, c'est un petit peu le même schéma. Donc au niveau de la production, moi ça me convenait pas parce que j'avais envie de produire un petit peu des spectacles. Parce que je trouve que produire un spectacle, en fait, c'est avant tout parler de soi et ça part d'un besoin assez intime que je peux avoir. Donc, en fait, j'avais pas envie qu'il y ait une corrélation, en fait, entre ces deux choses-là. Et puis, le deuxième constat, c'est qu'il y avait toute une partie de ce qu'on appelle les publics, dans le jargon un petit peu socio-culturel, qui ne fréquentaient pas les lieux de culture, et notamment les théâtres, et qui avaient un réel besoin de recréer du lien entre les artistes et la population, parce qu'il y avait un fossé en fait qui les séparait dans l'observation que j'en avais faite. Hein. Je ne dis pas que c'est ça partout, mais en tout cas moi c'est le constat que j'avais fait sur le terrain. Donc l'idée au départ du Bazar Culturel, c'était de répondre à ces deux objectifs, à ces deux besoins. D'une part, de créer un modèle économique alternatif pour pouvoir produire du théâtre autrement, et d'autre part, d'aller à la rencontre des publics qui ne vont pas ou vont peu dans les lieux de culture. Et donc, l'idée était en théorie assez simple, vendre des prestations de médiation culturelle, donc des ateliers culturels de toutes sortes, et donc avec cet argent que j'allais récupérer, pouvoir produire des spectacles. Ce qui me paraissait être, en théorie, plutôt un échange gagnant-gagnant, parce qu'en fait, tout le monde s'y retrouve. Moi, ça me permet d'avoir des fonds pour produire mes créations sans avoir besoin de passer par un système de subvention classique. Et d'un autre côté, ça permettait de faire de la médiation culturelle auprès des publics qui étaient complètement isolés des lieux de culture. Et donc, pour pouvoir mettre ça en place, était arrivée l'idée d'un camion aménagé qui permettrait vraiment d'aller plus ou moins n'importe où. Voilà, je la
la fait un peu courte, mais dans l'idée, c'est un petit peu comme ça qu'est né le bazar culturel. En tout cas, c'est un petit peu ça qui est à l'origine du projet. On va voir ensemble dans cette vidéo qu'en pratique, ça a été très différent. Du coup, pourquoi faire cette vidéo un an après? En fait, déjà, ça répond à un besoin que j'ai de faire un peu la mise au point sur ce qu'est le bazar culturel aujourd'hui, parce que pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début, faut savoir que la structure a énormément évolué, ça a beaucoup bougé en une année. Donc l'idée, c'était voilà, de faire cette petite mise à jour. Et puis aussi, c'était de sortir de ce que je peux montrer sur les réseaux sociaux, à savoir uniquement ce qui fonctionne. C'est un petit peu le biais quand on est sur les réseaux, c'est qu'en fait, on va pas montrer tous les problèmes, quoi. Parce que si moi je devais faire un post à chaque fois que j'avais un problème, je passerais ma vie à raconter des problèmes et plus vraiment ce qui fonctionne. Et donc en fait, comme je ne publie que les réussites, et ben en fait on a l'impression on peut avoir l'impression du moins que tout est facile, que tout fonctionne, alors que dans les faits, c'est pas toujours le cas, c'est un vrai combat encore aujourd'hui. Et du coup j'avais aussi un petit peu envie de rendre justice à tout ce boulot-là qui est fait de manière invisible, que les gens voient pas forcément, et qui est pourtant là, quoi, qui est mon lot quotidien bien plus que les réussites. Voilà, la réussite, c'est ce qui sort une fois qu'il y a eu tout un travail qui a été fait, et c'est parce que ce travail existe au préalable que quelque chose émerge, quoi. La deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que, ça peut paraître un petit peu prétentieux, mais c'est dans l'idée que ça puisse servir à d'autres personnes. Quand j'avais commencé cette chaîne YouTube, notamment la vidéo sur l'aménagement, c'était vraiment dans le but que des personnes puissent se saisir de mon expérience pour faire la leur, pour construire leur propre projet. Et je suis toujours un petit peu dans cette dynamique. Alors il y a beaucoup de personnes qui me contactent via mon site internet pour pour savoir, pour avoir un petit peu mon ressenti sur le bazar culturel, que je les aiguille, des personnes qui sont sur des projets un petit peu alternatifs également et qui ont besoin de conseils. Donc je réponds, sachez que je réponds toujours aux mails que je reçois. Je prends le temps d'échanger quasiment avec tout le monde par téléphone quand c'est possible. Donc si jamais vous vous reconnaissez là-dedans et que vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message via le formulaire de contact de mon site internet. Voilà. Autrement, j'espère que cette vidéo servira vraiment au plus grand nombre dans vos projets futurs. Alors déjà, venons-en à ce qui s'est passé en une année, à quels ont été les changements et les difficultés auxquels j'ai pu faire face. Faut savoir qu'il y a eu un départ vraiment très compliqué. Les 2-3 premiers mois ont été vraiment difficiles pour plusieurs raisons. La première, pour être très pratico-pratique, c'est que je me suis lancé fin d'année 2022, donc avec des budgets qui étaient déjà quasiment tous alloués. Autrement dit, la clientèle que je visais, qui était quand même majoritairement une clientèle de collectivités, d'associations, en fait, elle avait plus de crédit. Ça, c'était une des raisons. L'autre raison, c'est que je débarquais. Je n'étais pas connu ni des institutions, ni des assos. En termes de partenariat, je partais vraiment de zéro. Et la troisième raison, qui est peut-être la plus importante, c'est que je débarquais dans un secteur, le secteur culturel, qui est un secteur qui est très fermé, et dans lequel j'arrivais un petit peu en défonçant les portes, quoi, parce que j'arrivais avec un projet que j'avais monté seul, qui était déjà quasiment abouti, puisque le camion il était en ordre de marche, si je puis dire. Et donc il y avait un petit peu le côté où je fais ma vie. Disons que je respectais pas le schéma classique de montage d'un projet culturel, qui est normalement d'avoir une idée, de faire financer cette idée, donc de faire toute une série d'entretiens avec des institutionnels pour avoir les fonds qui sont débloqués, etc. Moi, le projet, je l'avais financé tout seul, donc en fait, il y avait un petit peu un côté où j'ai envie de dire que je forçais les gens à travailler avec moi. C'est pas vraiment ça, mais disons que ce que j'ai compris très vite, c'est que monter un centre culturel mobile, si ça avait dû se faire en partenariat avec une institution, c'est probablement pas moi qu'ils auraient choisi pour le monter, ce projet. En fait, peut-être qu'ils seraient partis sur une association, une structure qu'ils connaissent déjà, avec lesquelles ils ont déjà l'habitude de travailler, en qui ils ont déjà confiance. Et donc il y avait un petit peu ce côté où en fait je prenais une place qu'on m'aurait pas forcément donnée autrement. Voilà. En plus de ça, j'avais choisi la micro-entreprise plutôt que l'association, toujours dans une volonté de dire je suis seul, c'est mon projet que je porte quasi seul, et voilà, j'assume cette solitude, j'assume le fait que c'est quelque chose de différent et d'alternatif. Donc voilà, ça posait d'emblée un certain nombre
problématique. Il y a eu quand même beaucoup de curiosité dès le départ. J'enchaînais les rendez-vous, dès que je contactais quelqu'un, j'avais quasiment toujours une réponse positive, au moins pour qu'on échange par téléphone ou en visio. Mais derrière ces premiers rendez-vous, il se passait pas grand-chose, quoi. C'était beaucoup... Enfin voilà, c'était un peu des rendez-vous pour s'apprivoiser, voilà, au démarrage du projet en tout cas. Et donc tout ça fait que l'hiver 2022-2023, enfin fin d'année 2022, début d'année 2023, a été vraiment particulièrement difficile à vivre, ne serait-ce que financièrement, parce que du coup je vendais pas de prestations, donc j'étais enfin voilà, j'étais un petit peu en dèche, hein, concrètement. Et au-delà de ça, c'est toutes les remises en question qui vont par rapport au projet, parce que là tu commences à te dire mince, j'étais persuadé de répondre à un besoin. Pour autant, je me rends compte qu'en fait, même si ça répond à mon besoin, on préfère ne pas m'appeler plutôt que de m'appeler, parce qu'en fait, ce que je fais est un petit peu hors du cadre. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui me bousculaient, aussi bien intérieur que extérieurement. Et donc tout ça a fait que ça a été globalement une année durant laquelle j'ai énormément appris. Voilà, ça pour le coup c'est plutôt le point positif, c'est que ça a été vraiment une année de dingue en termes d'apprentissage. Et si je devais la résumer en une phrase, je dirais 2023 ça a été comment accorder mes valeurs à la réalité du terrain, à ce qui se passe dans le monde réel, quoi. Pourquoi? Parce que je me suis très vite rendu compte, comme je vous le disais, que si je voulais travailler, il allait falloir que je m'adapte. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en une année, j'ai eu 4 modèles économiques différents. Ouais, ce qui est juste énorme. Je connais, enfin j'allais dire, je connais pas d'entreprise qui est autant pivotée de fois en si peu de temps. J'ai pas non plus une connaissance énorme d'entreprise pour le coup, mais enfin voilà. Par rapport à ce qui est visible, par rapport à ce que je peux voir, pivoter 4 fois en une année, c'est quelque chose que je trouve assez énorme. Alors le premier modèle que j'ai eu, ça a été celui du food truck. Je m'étais dit de manière très simple, je vais faire les marchés pour vendre des produits culturels type CD, livres, DVD, enfin voilà tout ce qu'on pourrait imaginer trouver dans une petite librairie, mais de manière ambulante. Ce qui va me permettre de générer un petit peu de fonds, mais surtout de me faire connaître des habitants du territoire. Et puis, tous ces habitants que je vais rencontrer sur le territoire, à côté de ça, je vais leur proposer des ateliers culturels, éventuellement de la pratique théâtrale, et puis voilà comment je vais gagner ma vie. Ça, c'était l'idée de base, la toute première trame du bazar culturel, ça a été ça. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que ça allait pas être jouable, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les marchés ont lieu le matin, tôt, donc ça implique de pouvoir se lever tôt, de s'installer tôt. Enfin voilà, il y a une certaine logistique propre au marché en fait. Et les animations culturelles que je souhaitais proposer par ailleurs avaient lieu plutôt le soir, en fin de journée, les week-ends, en fait quand les gens sont dispo, quand ils sont pas au boulot. Et là, ça posait une vraie question, est-ce que je suis prêt à travailler à la fois tôt le matin et tard le soir? Si oui, est-ce que j'adapte mon mode de vie en fonction de ça? C'est-à-dire, est-ce que, je sais pas, est-ce que je dors la journée et du coup je vis la nuit? Mais en fait, ça, j'avais pas envie de le faire. Et puis, pour faire mes animations, il fallait quand même que j'ai des lieux de stationnement, donc que je sois en lien avec des communes. Donc, je pouvais pas être indépendant complètement de ce point de vue-là. Donc, j'ai très vite laissé tomber. J'étais pas prêt du tout à ce changement de vie, voilà. Enfin, j'ai aussi quelques aspirations en termes de santé et le fait d'avoir un rythme circadien qui soit complètement décalé me convenait pas. Voilà, j'avais pas envie d'avoir une vie nocturne. Donc j'ai très vite laissé tomber, hein, à tel point que je n'ai jamais fait aucun marché en fait. Dès que le camion a été prêt à tourner, quasiment à ce moment-là, j'ai switché de modèle économique une première fois. Et donc là, j'en suis venu à me dire que les activités que j'allais proposer, en plus de mes activités culturelles, il fallait que ce soit des activités que je puisse faire de mon domicile, ce qui me permettrait de jongler entre les animations culturelles dans le camion et puis du boulot plus simple en télétravail, quoi. Là, j'en suis donc arrivé à mon deuxième modèle économique qui a été celui sous lequel je me suis vraiment fait connaître au départ.
qu'on pourrait qualifier de centre socio-culturel privé. C'est-à-dire que je vendais des prestations de recrutement et de bilan de compétences qui sont plutôt réputées pour être des prestations assez bien payées et qu'avec cet argent que j'étais censé engranger, j'allais proposer des animations culturelles à tarifs très accessibles et au grand public. Voilà, ça me permettait d'avoir une activité très rémunératrice qui venait compenser une activité moins rémunératrice et de faire la passerelle comme ça de l'un à l'autre. Sachant que le but du jeu était aussi, via ces prestats de recrutement et de bilan de compétences, d'attirer des publics qui allaient être plutôt des publics que j'aurais pas croisés autrement, et du coup d'avoir comme ça un cercle vertueux qui se met en place. Bon, j'étais très content d'avoir trouvé cette idée, je pensais vraiment que ça pouvait marcher, que tout le monde y trouverait son compte, puisqu'en même temps, enfin voilà, si je faisais une prestat de recrutement, j'aurais aidé une entreprise à trouver la personne dont elle a besoin pour remplir une mission. Pour ça, elle me paye, et puis moi, si derrière je propose des activités culturelles à la personne que j'ai fait recruter, enfin voilà, moi ça me semblait plutôt cohérent. Donc je me suis formé comme recruteur, je me suis formé comme consultant en bilan de compétences, et puis en fait, je suis tombé de très très haut. Déjà parce que le marché du recrutement, il n'est pas du tout ce que j'imaginais. Aujourd'hui, les entreprises qui font appel à des recruteurs indépendants, ce ne sont pas des entreprises qui vont cibler des personnes qui sont au chômage, ce sont des entreprises qui vont recruter, enfin faire ce qu'on appelle en fait de la chasse de tête, quoi. C'est-à-dire que quand on me missionnait sur une presta en recrutement, c'était pas pour aider quelqu'un qui n'a pas d'emploi à se réinsérer dans la vie active. C'était pour aller débaucher quelqu'un dans une entreprise dans laquelle il gagnait déjà très bien sa vie, pour aller lui proposer un boulot dans lequel il gagnerait encore mieux sa vie. Donc autant vous dire que c'était juste pas du tout en accord avec les valeurs que j'avais voulu défendre au départ. Et quant au bilan de compétences, là aussi, je me retrouvais face à des personnes qui en fait étaient paumées, parce que quand on en vient dans une vie à faire un bilan de compétences, c'est qu'en général, il y a eu un problème dans la vie professionnelle qu'on est en train de terminer, et du coup j'avais en face de moi, enfin, faut savoir que le bilan de compétences, on peut le faire financer. C'est aussi ça qui m'intéressait là-dedans. C'est que la majorité des bilans de compétences aujourd'hui sont pris en charge, soit par le CPF, soit par l'organisme de formation de l'employeur. Enfin voilà, il y a des possibilités de faire financer son bilan de compétences. Sauf que quand on a en face de soi une personne qui n'a pas envie d'en parler à son employeur parce que ça se passe mal dans son boulot et qu'elle n'a pas envie que son employeur sache qu'elle souhaite faire un bilan de compétences, déjà cette façon de le financer c'est compliqué. Mais cette personne qui potentiellement va devoir se reconvertir, elle n'a pas non plus envie d'utiliser son CPF parce que si elle le claque dans le bilan de compétences, elle n'aura plus pour se payer une formation derrière. Et la troisième solution, c'est le financement en perso. Et il faut savoir qu'un bilan de compétences, si on veut le financer en perso, ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, c'était très compliqué et j'avais énormément de scrupules en fait j'avais un petit peu l'impression d'extorquer ces personnes-là, quoi. Et c'était pas du tout mon objectif et au contraire, c'était même, c'était même aux antipodes de ce que j'avais voulu mettre en place au départ. À côté de ça, j'avais un gros problème de légitimité parce que du coup, j'arrivais avec une offre de service qui était extrêmement vaste puisque comme je vous le disais, du coup, il y avait cette partie recrutement, bilan de compétences sur laquelle était bâti le modèle économique, mais qui n'était pas la finalité. Moi, la finalité, c'était toujours la culture, l'activité culturelle, l'activité théâtrale. Du coup, quand je rencontrais quelqu'un, une des premières questions qu'on me posait, c'était mais vous êtes qui? C'est quoi votre parcours? Et puis surtout, est-ce que vous êtes compétent pour faire tout ça? Et donc il y avait, on était sans cesse entre guillemets en train de me pousser dans mes retranchements, à me dire qu'en fait je savais pas ce que je faisais, que j'étais pas compétent et que il valait mieux laisser faire les pros du recrutement pour le recrutement et les pros des bilans de compétences pour des bilans de compétences. Et du coup c'était extrêmement frustrant aussi de sortir de tous ces rendez-vous en étant bousculé parce qu'au bout d'un moment on se dit mais peut-être qu'ils ont raison, quoi. Peut-être que là je me suis lancé dans une entreprise qui est beaucoup trop vaste pour qui je suis. Et puis à côté de ça, on a commencé à m'appeler. Mais alors on a commencé à m'appeler non pas pour les prestations que je vendais, mais pour celles que je ne vendais plus. C'est-à-dire que quand je me présentais, voilà, je parlais de mon parcours en tant que directeur de troupe. Et donc quand on m'appelait, avec le bazar culturel, on m'appelait pour des ateliers théâtre,
On m'appelait pour des visites théâtralisées, on m'appelait pour monter des petits spectacles avec des gens. Donc en fait, que des choses que j'avais un petit peu retirées de ce que je proposais, de ce que je savais faire, parce qu'en fait, j'avais plus envie de les proposer, je trouvais que c'était plus en accord avec moi. Donc en fait, on m'appelait que pour des choses qui me renvoyaient à mon ancienne casquette de metteur en scène de compagnie. Donc ça a été le premier élément qui m'a fait tilt dans ma tête, de me dire mince, en fait, on m'appelle, mais pas pour ce que je propose aujourd'hui. Donc là, après un long moment de réflexion, quand même, j'en viens à me dire peut-être qu'il faut que je fasse un petit peu pivoter mon activité pour qu'il y ait un point de jonction, un point de rencontre entre ce que je proposais hier et ce que je propose aujourd'hui. Et donc là, j'en arrive au troisième modèle économique qui est né de l'idée que puisque on a l'image en me voyant d'un comédien, d'un metteur en scène, je vais exploiter ça en remettant du théâtre dans toutes les prestations que je propose. Recrutement avec simulation d'entretien d'embauche, atelier confiance en soi lors des bilans de compétences, enfin bref, tout ce qui pouvait se rapprocher d'une pratique théâtrale et qui a été implémenté du coup dans mes nouvelles activités. Et c'est vraiment à partir de là que ça a commencé à bouger, que j'ai commencé à en vivre et à vraiment me faire connaître. Enfin voilà, et surtout ça a permis de mettre un terme aux problématiques de légitimité que je pouvais avoir, puisque à partir de là, on a complètement arrêté de me demander quel était mon parcours, quoi. Enfin, je veux dire, c'était du jour au lendemain, j'avais plus du tout ces problèmes de légitimité quand je sortais d'un rendez-vous. C'est-à-dire que si on me demandait quel était mon parcours, quelles étaient mes études, c'était non plus dans l'optique de me casser ou de me rabaisser comme ça avait pu être le cas par le passé, c'était plutôt dans une dynamique de curiosité, de savoir qui j'étais et de vouloir faire connaissance. J'étais pas au bout de mes surprises pour autant, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, au démarrage, le Bazar Culturel, c'était une micro-entreprise. Je m'étais lancé seul, avec la volonté d'assumer le fait d'être seul. Sauf que je sentais bien que si je voulais me développer davantage, il allait falloir que je revienne sur un modèle associatif. Il faut savoir que en France, il y a encore beaucoup l'idée que tout ce qui est social, tout ce qui est culture, ça tient soit d'une institution publique, soit d'une association. Il y a très très peu de vraies entreprises dans le domaine culturel et on nous incite plutôt à monter des assos. Je ne vais pas rentrer là dans cette vidéo sur l'aspect politique de la question. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'une association, normalement, comme son nom l'indique, c'est plusieurs personnes. Voilà. Je m'arrêterai là. Et puis au-delà du fait que l'association soit le modèle le plus utilisé, faut bien voir que dans la plupart des institutions, il y a une image de l'entreprise qui est encore très très mauvaise. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle est là pour faire du pognon, elle est là pour faire des bénéfices, peu importe le côté humain, tandis qu'une association, c'est censé être vertueux. Ce qui dans les faits n'est pas du tout le cas. Moi j'ai vu des entreprises qui étaient bien plus vertueuses que certaines associations, qui brassent des millions, enfin voilà. C'est pas tout blanc d'un côté, tout noir de l'autre. Pour autant, dans la mentalité générale, quand même, culture égale association. Et donc moi j'en suis arrivé à un moment à me reposer clairement cette question. Alors il faut savoir qu'il y a eu un ensemble d'événements qui m'ont amené à ce re-questionnement-là. Événements que je ne vais pas décrire ici parce que je le fais très bien dans le carnet de bord que j'ai publié l'année dernière, dans lequel je parle plus en détail de ce parcours-là, qui est lisible sur mon site internet, qui est une espèce de petite autobiographie, j'ai envie de dire, mais liée au bazar culturel, qui s'est arrêtée au bout de 4 chapitres parce que je sentais plus la nécessité d'aller au-delà. Mais en tout cas, si jamais ça vous intéresse d'aller creuser un peu dedans, je reviens sur cette transformation-là. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, la question s'est vraiment reposée de manière très précise, de manière très formelle, et que, comme d'un autre côté, mon modèle de prestation avec le recrutement, les bilans de compétences, ça marchait vraiment pas très bien. En fait, on m'appelait toujours pour des ateliers de pratique artistique amateur ou des prestats de médiation culturelle, mais pas tellement pour l'élément différenciant que j'avais voulu inclure avec le côté insertion professionnelle. Un jour, j'ai décidé de sauter le pas. Et c'est comme ça que le Bazar Culturel
est devenu ce qu'il est aujourd'hui, à savoir une compagnie de théâtre, puisque en repassant sous la forme associative, j'ai choisi de repasser sous le statut de compagnie de théâtre, qui est en fait une forme d'association. En fait, il faut savoir que contrairement à une micro-entreprise, une association, elle a des statuts, comme une entreprise classique, et que ces statuts déterminent ce qui va être fait. Et voilà, en rédigeant les statuts du bazar culturel, on a opté pour les statuts d'une compagnie de théâtre. Ce qui était pour le coup un modèle que je connaissais bien, et puis voilà, je trouvais ça drôle de refaire un petit peu un pied de nez au destin en disant voilà, j'ai une première compagnie qui est tombée à l'eau, et là j'en monte une autre, voilà. Et puis, même si à l'heure actuelle, je n'ai pas encore repris la création de spectacles, ça reste quand même un projet sur le long terme. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir se projeter comme ça dans cette durée. Donc, en quelques mots, le Bazar Culturel aujourd'hui, c'est une compagnie qui propose à la fois des ateliers de théâtre et d'expression corporelle pour tout type de public, des activités de médiation culturelle autour du jeu et qui peut créer des spectacles. Et qui, en plus de tout ça, a la chance d'avoir son lieu ambulant, à savoir le Culture Truck, donc ce camion aménagé qui a été le point de départ du projet et qui aujourd'hui n'est plus au cœur de l'activité. Voilà, je reparlerai plus en détail tout à l'heure. À partir de là, les choses se sont vraiment débloquées. D'où le fait que j'ai eu une rentrée de septembre sur les chapeaux de roue et depuis, ça n'a fait qu'enchaîner. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de gagner ma vie grâce à mon activité en cumulant à la fois de la vente de prestations et des subventions publiques. Pour autant, l'équilibre est encore très fragile, donc je suis toujours en train de réfléchir à des solutions alternatives qui vont permettre d'une part de pérenniser l'activité sur le long terme, mais aussi de gagner en indépendance, puisque, je vous le disais au départ, toute ma réflexion sur la production culturelle venait justement d'un besoin de gagner en indépendance vis-à-vis des appels à projets, vis-à-vis des subventions, etc. Donc aujourd'hui, j'ai des soutiens. Voilà, je ne vais pas rentrer dans est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est comme ça et je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Le fait est que je cherche quand même à m'autonomiser par la suite parce que, s'il y a des soutiens aujourd'hui, ils vont peut-être pas toujours être là et donc l'idée c'est que le bazar culturel puisse continuer à exister, puisse continuer à porter les projets qu'il porte indépendamment des politiques culturelles qui sont menées. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une année 2023, c'est vraiment une année qui m'a apporté énormément, pendant laquelle j'ai appris beaucoup. Et malgré ces changements récurrents, ces prestations qui se sont annulées, en fait, je suis vraiment heureux d'avoir fait tout ce chemin et de savoir aujourd'hui plus précisément qui je suis, d'être aligné avec ce que je propose et de savoir aussi où est-ce que je veux aller par la suite. Ça, c'était pas présent il y a un an, donc ne serait-ce que pour la précision avec laquelle je peux parler de mon projet aujourd'hui et avec laquelle j'arrive à me projeter sur la suite, rien que pour ça valait le coup. Et puis de toute façon, tout ce que j'ai appris, que ce soit sur le recrutement, sur les bilans de compétences, c'est pas perdu, puisque je les ai transformés, on dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, je les ai transformés en ateliers de pratique artistique. Et aujourd'hui, j'ai des modules de développement des compétences, qui sont en fait des ateliers de théâtre, mais dans lesquels je vais intégrer tout ce que j'ai appris comme consultant bilan de compétences ou comme recruteur. Bon, première partie de vidéo terminée, c'était assez long, mais j'avais vraiment envie de retracer ce panel-là sur une année. Maintenant, on va voir plus concrètement les leçons, quelles sont les leçons que j'ai apprises de cette année 2023. Et la première, vous vous en doutez par rapport à ce que je viens de dire, c'est de faire preuve de diplomatie et de mesure. Vouloir faire de l'alternatif, c'est bien d'avoir des idées qui sortent du cadre. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'on est dans une société et que si on est trop radical, on va juste faire peur à nos interlocuteurs. Ce qui m'est arrivé, parce que pour le coup, j'avais vraiment l'étiquette du révolutionnaire qui voulait complètement changer la manière de produire de la culture. Et vraiment le marginal révolutionnaire, quoi. Et c'est pas le but, parce qu'en fait, si vous êtes dans cette posture-là, ce que mon expérience m'a appris, c'est qu'en fait, on n'arrive à rien. Vous connaissez certainement l'expression « on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, on les attrape avec du miel », c'est un peu ça. On peut proposer autre chose, mais il faut partir de l'existant, il faut partir de ce qui se fait déjà, et commencer petit à petit à exposer nos idées, mais toujours de manière délicate, j'ai envie de dire, de manière diplomatique. Aujourd'hui, on est bien d'accord, j'ai un fonctionnement qui n'est pas du tout alternatif, donc d'un certain point de vue, on pourrait dire que mon projet a échoué. Moi, je le vois plutôt comme le début de quelque chose. Je suis en train de poser les bases de quelque chose que j'ai envie de construire, et je sais que ça va prendre beaucoup plus de temps
Mais aujourd'hui, le fait d'accepter de jouer les règles du jeu, de ce système avec lequel je ne suis pas forcément en accord, et ben ça me permet aussi de poser une voie alternative dans ces instances de discussion-là. Ça me permet d'ouvrir des portes que j'aurais pas ouvertes autrement, et du coup de me faire connaître, et du coup, comme je le disais au début, de montrer de quoi je suis capable aussi. On va travailler avec moi, donc on va voir ce que je suis en mesure de proposer, et là ça ouvre le dialogue, et c'est complètement autre chose. Ce qui se passe aussi, c'est que quand j'ai démarré ce projet, j'avais énormément de colère en moi, de la colère contre le système avec lequel je n'étais pas en accord, et que avec cette colère, en fait, on n'avance pas. C'est pas ça qui permet de construire autre chose. Et donc, petit à petit, j'ai appris, et je suis en train de continuer, à sublimer cette colère, à en faire autre chose, et c'est vraiment à partir de cette autre chose qu'on peut construire du dialogue et de la réflexion à plusieurs. Parce que, évidemment, on attire ce sur quoi on fixe notre attention, et donc si je fixe mon attention sur ce que je ne veux plus, c'est évidemment ce que je ne veux plus que je vais voir arriver, quoi. La deuxième leçon, ça a été d'assumer le chemin que je veux emprunter. Et celle-là, clairement, grosse leçon. Très difficile à apprendre et à comprendre. Parce que le chemin que je vais emprunter, c'est quoi? C'est le théâtre, tout simplement. Au fond de moi, c'est ça, et ça l'a toujours été. Et donc, il est important que je le pose dans mon intention première, que je l'assume. Ça ne veut pas dire que la médiation culturelle n'a pas de place, au contraire, je maintiens que la médiation culturelle est primordiale et ça restera le cœur du bazar culturel. Et même si demain j'avais suffisamment d'argent pour ne faire que des spectacles, je continuerai quand même à proposer des activités de médiation culturelle parce que je crois sincèrement que c'est ce qui permet aussi, quand on veut travailler dans un milieu artistique, de ne pas être hors sol et de rester connecté avec le réel et avec les gens. Après, la vérité que j'avais beaucoup de mal à admettre, c'est que j'ai été très blessé par la manière dont s'est terminée ma précédente expérience de troupe et que j'avais pas encore tout à fait fait mon deuil de ça. C'était une troupe dans laquelle j'avais investi 7 ans de ma vie, donc beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'argent. Et le fait que tout ça tombe à l'eau du jour au lendemain à cause d'un fichu pass sanitaire, ça a été vraiment une pilule qui a été très difficile à avaler et qui en fait n'a pas été bien avalée visiblement. Et du coup, j'ai eu un petit peu la réaction qu'on pourrait avoir après un chagrin d'amour, hein, c'est-à-dire que quand quelqu'un nous quitte, on va dire « mais je veux plus jamais être amoureux ». Là, ça a été un petit peu la même chose, quoi. Ma troupe était terminée, donc voilà, je veux plus jamais de troupe, je veux plus jamais faire de théâtre, c'est fini, je vais faire autre chose. Et puis en fait, le coup d'après, on retombe dedans. De toute façon, ça devait se voir comme le nez au milieu de la figure que cette histoire n'était pas terminée, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on m'appelait uniquement pour des prestations de théâtre au début. C'est comme ça, hein. Mes premières prestas, ça a été ça. Donc il y avait quand même quelque chose où l'image que je renvoyais de moi-même, c'était cette image de théâtreux, quoi. Donc il a fallu que je refasse tout un travail pour assumer ça et pour me dire c'est pas grave, la première troupe que j'avais, elle est morte, j'en ai créé une nouvelle, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique, c'est ok. Je repars sur cette base-là et puis c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie d'être et puis maintenant, à partir d'aujourd'hui, je l'assume. Sachant que là, pour le coup, j'avais un vrai syndrome de l'imposteur que j'avais pas tellement avant parce que j'assumais le fait d'être seul, mais là, de me dire le bazar culturel est une compagnie de théâtre, et ce qui était pas ok, c'était le fait d'être seul en réalité, quoi. Alors que c'est complètement idiot parce que dans plein de compagnies, dans les faits, certes il y a des comédiens qui gravitent autour, mais en fait c'est toujours un noyau dur, voire une seule personne qui pilote le projet dans son intégralité. La seule différence, c'est que quand j'avais mon ancienne troupe, j'avais ce noyau dur autour de moi. Et là, aujourd'hui, j'ai 2-3 intermittents que je peux mobiliser par-ci par-là, mais on n'est pas du tout sur la même dynamique que celle que je pouvais avoir avant. Et ça m'a vraiment pesé et ça a été compliqué d'assumer ce mot de compagnie, surtout en lien avec ça. Mais pour le coup, voilà, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup plus de facilité aujourd'hui. La troisième leçon, ça a été de bien distinguer le projet de la marque. La grosse erreur que j'ai faite au départ,
ça a été de construire l'identité du bazar culturel autour du camion. Je sais que le camion, c'est mon élément différenciant et d'ailleurs, c'est ce qu'on retient du bazar culturel en premier, c'est ce camion aménagé. Pour autant, il est vraiment nécessaire de dissocier les deux. D'ailleurs, c'est une erreur dont je me suis rendu compte très vite parce que déjà dans ma vidéo sur l'aménagement du camion, je parlais de cette dissociation nécessaire. Pourquoi est-ce qu'il faut distinguer les deux? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que ça permet de préserver l'existence de la structure si demain il n'y a plus de camion. Enfin voilà, mine de rien, mon camion il n'est pas tout jeune, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si jamais demain il n'y a plus de camion, et ben en fait, si tout mon business model tourne autour du camion, bah demain il n'y a plus de structure. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais éviter. Donc très vite, là aussi j'ai dissocié les deux. Aujourd'hui, il y a le bazar culturel avec le culture truck. La deuxième raison, c'est que ça permet de préserver l'intégrité de la structure en cas de travail avec les institutions. Je vous le disais tout à l'heure, le bazar culturel aujourd'hui est soutenu par des politiques publiques. Le projet qui est soutenu, c'est le culture truck. C'est dans ce cadre-là que le bazar culturel reçoit une subvention et donc c'est dans ce cadre-là que je suis amené à travailler pour les institutions. Ce qui veut dire que si demain il y avait un quelconque problème, il n'y aurait que cette partie-là de mon activité qui serait concernée. Donc tout ça me permet évidemment de me protéger, mais ça protège aussi à la fois mes financeurs et mes partenaires, puisque le soutien qu'ils apportent est un soutien vraiment à un projet précis et ne concerne pas le bazar culturel dans sa globalité et les différentes prises de position que pourra avoir le bazar culturel par ailleurs. C'est d'ailleurs aussi pour ça que ma chaîne ne s'appelle pas le bazar culturel, mais Alex du bazar culturel, parce que je ne suis pas la structure à moi tout seul. C'est mon avis que je partage sur cette chaîne, mais ce n'est que mon avis. Et le fait de bien séparer les choses comme ça, ça permet aussi de reposer un contexte. Ça va permettre aussi potentiellement de développer de futurs projets en 2024. Il y en a plein qui sont déjà sur la table, prêts à être déballés, j'ai envie de dire, et dont je vous parlerai très vite. Mais voilà, donc aujourd'hui des projets, il y a le Culture Truck, il y a Mobile Village dont vous avez entendu parler. En 2024, il y aura d'autres projets qui vont voir le jour. Donc voilà, cette séparation permet tout ça. Ça permet aussi, mine de rien, de hiérarchiser les choses parce que c'est vrai qu'au tout début, quand je me présentais, les gens avaient un petit peu de mal à comprendre mon activité parce qu'il y avait la partie insertion pro, la partie activité culturelle, la partie théâtre. C'était jamais clair en fait dans l'esprit de mon interlocuteur. Aujourd'hui, j'arrive à le dire de manière beaucoup plus précise et pour les gens, c'est beaucoup plus clair si je dis c'est une compagnie de théâtre qui a un camion. Voilà, ça tient en une phrase et puis du coup ça permet de résumer grosso modo l'intégralité de ce qui est proposé. Quatrième leçon, vivre pleinement le processus. S'il n'y avait pas eu tous les intermédiaires, tous ces changements au cours de l'année, le bazar culturel ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est tout ce processus, toutes ces phases qui m'ont permis de trouver mon alignement et de savoir ce que je voulais vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par essai-erreur. J'ai besoin d'être sur le terrain, de faire les choses pour comprendre comment ça fonctionne. Et si j'avais pas vécu tout ça, j'aurais jamais pu j'aurais jamais pu développer la structure telle qu'elle l'est aujourd'hui. Donc ce qui a été long aussi à admettre, ça a été le fait que chaque étape ait son importance dans le chemin vers ce qu'on veut à la fin. Et il faut accepter les étapes pour ce qu'elles sont et pour le moment du parcours où on en est. En fait, ce qui a été un peu mon défaut parfois, ça a été de vouloir mettre la charrue avant les bœufs et de vouloir déjà être sur la ligne d'arrivée. Et donc le fait de me dire ok c'est comme ça et je sais que ça va encore bouger, et c'est pas grave. Mais si je m'étais mis la pression à chaque fois que je refaisais mes supports de présentation ou mes plaquettes, juste j'aurais pas tenu parce que des versions de mes plaquettes, il y en a eu à peu près 1000. Je l'ai vraiment, parfois je refaisais mes plaquettes juste pour changer un mot et c'était ok. Et en fait, le fait d'avoir petit à petit, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais le fait d'avoir petit à petit la conscience que ce que je faisais, même si c'était un tout petit changement, ça me rapprochait de plus en plus de ce que je visais, ça me faisait un bien fou quoi. Donc ouais, ne pas attendre que tout soit parfait pour passer à l'action, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et puis, ce sont justement les petites actions qui, quand elles aboutissent, permettent d'arriver à un résultat qui est un résultat important. C'est bien, en fait, que ce soit long et que ça prenne du temps. Parce que si on m'avait donné tout ça dès le démarrage, si j'avais pas eu toute cette recherche, tout ce cheminement, je suis même pas sûr que j'aurais pu en apprécier la saveur de ce que j'avais.
Et puis enfin, je dirais qu'une entreprise ou une association, dans mon cas, c'est un organisme vivant. Et que comme tout organisme vivant, comme une plante, ça a besoin d'être arrosé, ça a besoin d'être chouchouté, ça a besoin de lumière, ça a besoin de repos. Et que tout ça participe de cette évolution. Mais que si, quand on plante sa graine, on a déjà envie d'avoir l'arbre qui va donner un fruit, en fait, on est un petit peu à côté de la plaque, quoi. Parce que chaque jour où cette graine va pousser avec la première feuille qui va sortir, etc., et ça c'est tout aussi important que le jour où on va récolter le fruit. Et d'ailleurs, ça aura même plus de saveur. En fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'atteindre un objectif que vous visiez depuis très longtemps. En fait, moi en tout cas, je sais que quand on arrive au moment où l'objectif est atteint, c'est pas le moment qu'on préfère en fait. Il a presque moins de saveur que ce qu'on avait imaginé parce que les moments qu'on a le plus kiffé, en fait, c'était les moments qui sont venus avant. Enfin, la cinquième et dernière leçon, c'est de connaître mes valeurs et d'y rester fidèle. Comme vous le savez, parce que je le répète souvent dans Rideau Rouge, si vous écoutez le podcast, on n'est pas dans un monde qui va vraiment favoriser la culture. Ce qui est favorisé aujourd'hui, c'est davantage le divertissement et la consommation. Et donc si je commence à adapter mes activités à la demande, ça va pas forcément me rendre heureux parce que c'est pas forcément ce vers quoi j'ai envie de tendre. J'en ai fait les frais parce qu'à un moment on m'appelait que pour faire du centre de loisirs. Et ça a été un vrai questionnement de me dire d'un côté j'ai pas suffisamment de clients pour pouvoir refuser quand quelqu'un m'appelle, mais d'un autre côté on m'appelle pour des choses que j'ai pas envie de faire. Du coup, est-ce que c'est juste pour moi d'aller faire ces prestations qui en fait ne vont pas du tout me remplir humainement parlant? Est-ce que du coup je vais pas plutôt ruiner mon énergie? Est-ce que ça vaut pas mieux de dire non, de poser des limites? Et pour moi la réponse a été oui, ça a été la réponse qui a été valable pour moi, peut-être que d'autres personnes en auraient fait d'autres et que ça aurait été ok. Moi je savais très bien que ça me rendait malheureux de faire ce type de prestations et que vraiment j'avais pas envie d'y aller, donc ça servait à rien quoi. Donc le fait de poser mes limites, de dire le bazar culturel c'est pas un centre de loisirs, c'est un espace d'éducation populaire, et ça a vraiment permis de poser les choses, de poser les bases. Alors oui, ça m'a fermé des portes sur le court terme, mais sur le long terme, ça m'a aussi permis de m'attirer des personnes qui avaient envie de travailler avec moi justement pour ces raisons-là. Et donc aujourd'hui, quand j'ai des personnes qui viennent me dire qu'elles sont heureuses qu'on travaille ensemble pour les valeurs que je défends, moi ça me touche énormément. Donc ouais, connaissez vos valeurs et puis posez les limites qui vont avec. Sachant que, évidemment, vous allez peut-être avoir besoin de temps aussi pour trouver vos limites. Et ça, c'est important, encore une fois, de tâtonner, d'essayer, de voir en fait ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas. Moi, c'est parce que je les ai dépassés à un moment que j'ai su qu'en fait, me retrouver seul avec 30 gamins et devoir hurler dans tous les sens, ça me plaisait pas. Et puis, en plus, le fait de poser des limites, ça permet aussi de faire preuve de créativité, puisque aujourd'hui, toutes les prestats que je propose, je les ai revues de sorte que, même si on m'appelle pour de l'événementiel ou pour quelque chose de très ponctuel, je sais que je les ai balisées de telle sorte à ce qu'il y ait quand même de la production culturelle qui s'y fasse. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez passé un bon moment à la regarder et qu'éventuellement elle vous aura appris des choses. Tout ça n'est évidemment que le début, parce que malgré tous ces changements, quand on regarde bien, ça fait qu'1 an. Donc des changements, il va certainement y en avoir d'autres et la structure va être amenée à évoluer aussi avec le temps. Je suis toujours à la recherche d'un modèle économique qui me permette d'être plus indépendant et je commence à avoir quelques pistes assez intéressantes en tête. YouTube étant l'une d'entre elles. Donc si vous aimez mon travail, pensez à vous abonner, à laisser un petit j'aime, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo autour de vous, parce que ça peut vraiment m'aider. Voilà, que dire de plus avant de conclure? Que je vous parlerai des nouveaux projets en temps et en heure. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'en 2024, j'ai prévu de reprendre sérieusement l'écriture avec des projets de fiction qui devraient pas tarder à arriver. Voilà, qui seront certainement publiés sur mon site internet. Je verrai, mais en tout cas, c'est en projet. Et le deuxième gros projet, ça va être un projet de seul en scène. À défaut de pouvoir remonter une petite troupe pour l'instant, j'ai décidé de remonter moi-même sur les planches. Dans tous les cas, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut!